Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends. Vous l'écoutez et vous l'adorez, c'est l'émission qui ramène à elle des personnes qui font vivre la culture bande dessinée, la culture comics et la pop culture par leur travail. Et une fois de plus, avec First Print, on se permet d'élargir nos horizons éditoriaux pour accueillir un artiste qui ne fait pas du comics au sens pur et dur, puisque c'est pas de la BD produite aux États-Unis, mais c'est un artiste qui a clairement ce genre d'influence dans son trait et dans son approche. Et on vous en a déjà en plus parlé dans notre format Back Issues, puisque aujourd'hui on reçoit Bruno Bessadi pour parler de bande dessinée et notamment du premier tome de L'Ogre Lion qui vient de sortir aux éditions Dracou. Bruno, bienvenue à toi. Merci, bonjour ou bonsoir. Oui, ça dépend, les gens ça nous dépend écoutent vraiment. À quelle heure vous écoutez ce podcast. Ils nous écoutent quand ils veulent et ils adorent écouter ça. Ils ont bien raison. Tout à fait. Bruno, déjà, je suis vraiment très content de te recevoir avec merci. nous. On a déjà parlé de ta BD dans un précédent podcast avec Corentin pour en dire du bien, je te rassure. Et sinon, de toute façon, on t'aurait pas proposé on t'aurait pas invité dans le podcast. Sauf si vous êtes très 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 méchant. Ouais, c'est ça. Ouais, mais les artistes peuvent être aussi méchants, donc on sait pas. On ne sait pas, justement, vu que c'est la première fois que tu viens. On fera le bilan à la fin. Ouais. Vu que c'est la première fois que tu viens dans le podcast, j'ai un peu envie de discuter quand même de bande dessinée, de ton rapport à la BD avec toi avant d'aller sur L'Ogre Lion. Donc, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne te connaîtraient pas forcément, est-ce que tu peux un petit peu nous faire une petite présentation ? Oui, je peux. Eh bien, fais-le. Très bien. Alors, donc, je suis Bruno Bessadi, j'habite Marseille et je fais de la BD depuis un peu plus de 20 ans. J'ai commencé chez Soleil avec de l'heroic fantasy, avec une série qui s'appelait Zorn et Dirna, scénarisée par Jean-David Morvan. Ensuite, après Zorn et Dirna, j'ai fait une série vraiment influencée comics qui s'appelle Badass, aux éditions de Delcourt, avec Eric Hanna au scénario. Mmh. Entre-temps, je fais un petit one-shot chez Bambou où j'ai adapté Boucle d'Or et les Trois Ours parce que j'avais envie que des plus jeunes puissent un peu lire mes BD parce que vu que j'aime bien tout ce qui est gore, ça me gênait un petit peu. Et après Badass, j'ai signé chez Glénat avec Aurélien Ducoudray une série qui s'appelle Amazing Grace dans le tome 2 et toujours chez le coloriste, quoi. Donc on sait pas trop quand il va sortir. Et entre temps, donc voilà, donc après j'ai fait L'Ogre Lion qui me vaut le plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Tout à fait. Alors, pour revenir vraiment à tes débuts, tu dessines depuis quand, en fait ? Tu as toujours voulu faire des dessins ? Quel est ton rapport à l'art ? Alors, moi, j'ai toujours dessiné, ouais. mais vraiment depuis toujours. Même à la maternelle, je dessinais plus que mes camarades de classe. Donc, ça a toujours été une de mes activités principales, hein, de dessiner, plus que le sport, on va dire. Et après, voilà, moi je faisais de la BD, je lisais Pif Gadget, après je lisais Strange. Ok, tu fais partie de cette génération-là. Oui. La génération Strange. Des vieux. Et non, pas forcément, hein, mais vraiment, on l'identifie bien quand même, en fait, hein, celle-là. Et donc voilà, et après donc je faisais de la BD, mais ensuite faire de la BD, être édité, je savais absolument pas comment il fallait faire et je pensais que c'était quelque chose qui était réservé à soit aux fils d'eux, soit aux gens qui avaient fait une école de BD. Mmh. Donc du coup, je pensais plutôt, même si j'avais pas de bonnes notes à l'école, je voulais être vétérinaire comme tout le monde, j'ai envie de dire. Mais je dessinais tout le temps, quoi. Et c'est quand j'ai rencontré mon ami Richard Di Martino, qui est aussi à Marseille aux Armes Ateliers, qui lui envoyait ses dossiers aux éditeurs. Donc du coup, ça m'a vraiment choqué parce que je me suis dit de quel droit il fait ça, quoi. Parce qu'il était ni fils d'eux ni n'avait fait d'école. Oui, donc du coup, il m'a dit mais tout le monde peut faire ça, quoi. Et là, ça a été la révélation. Je me suis dit, je peux peut-être faire de la BD, quoi, parce qu'il suffit d'envoyer son dossier à des éditeurs, quoi. En fait, du coup, c'est-à-dire que t'es artiste autodidacte. T'as pas suivi de cours plus que ça. T'as pas fait j'ai fait des études de dessin d'art appliqué. Ouais. Et après, j'ai fait un BTS dans la pub, mais j'ai pas appris la BD à l'école, quoi, on va dire. Ouais.
Parce que même à l'école, c'était dès qu'on faisait un truc, on avait des mauvaises notes parce que c'était trop BD. Et ensuite, j'ai reçu à Marseille, il y avait une association qui donnait des cours de BD le mercredi soir. Et j'allais à cette association, c'était parrainé par Jean-Louis Mourier. Il y avait Herlé, il y avait Franck Biancarelli, et il y avait aussi Vincent Tranois, avec qui j'ai fait les 2 premiers tomes de Zorn-les-Dirna. Donc au niveau BD, oui, on va dire que je suis quand même autodidacte, et après, c'est des conseils que je suis allé glaner, comme on dit, là, avec Richard. À un moment, on avait le même projet professionnel, on va dire, et on a fait tous les festivals de France, ou de la région du moins, et oui, un peu de France aussi. Alors, on avait un fanzine, donc c'était le prétexte à faire tous les festivals de BD et d'aller montrer nos planches à tous les pros qu'on croisait, qu'on aimait bien, pour avoir des conseils, quoi. D'accord. Alors comment t'as appris, enfin pour toi c'est quoi vraiment ce que t'as retenu, ce qui est le plus important dans la bande dessinée en fait? Le plus difficile en fait c'est faire de la bande dessinée au sens propre du terme, quoi. C'est la narration, quoi. Ouais. Parce que et moi c'est ce qui me manquait vraiment au début, quoi. Quand je montrais mes planches aux éditeurs, ils s'arrachaient les cheveux parce que moi déjà j'étais vraiment influencé comics à fond, quoi. À l'époque, ma star ultime, c'était Simon Bisley. Ok, ouais. Alors, je sais pas si j'ai bien prononcé. Mais... Simon Bisley, mais voilà, on va pas faire les... Et je l'ai pas dit avec l'accent marseillais, j'aurais pu dire Simon Bisley. C'est ça. Simon Bisley. Et j'étais vraiment fan de Slane au début. Après, il a fait le Juge Dredd. Et après, il a sorti cette espèce de bombe graphique là qui a pas vieilli. C'est le Batman Juge Dredd, qui est vraiment incroyable. Donc moi, j'allais voir les éditeurs avec des pages comme ça en couleur directe. Bon, après, c'était plus ou moins maîtrisé, on va dire. Mais il y avait une case où c'était au crayon, une case où c'était en couleur, une case où c'était en noir et blanc. C'était vraiment du sous-Bisley. Donc là, les éditeurs, ils m'ont dit, ça marchera jamais. C'est trop tôt, tu penses? Mais si tu veux faire du comics, fais-le aux États-Unis, ils m'ont dit. Donc du coup, vu que Richard, lui, c'est ça aussi qui est bien dans notre amitié là, c'est que lui, il a vraiment une culture franco-belge, pure et dure. Donc du coup, c'est lui qui m'a un petit peu appris à faire des décors, à faire des trucs comme ça. Et donc au fur et à mesure, c'est ça qui est venu, quoi. Et l'autre truc aussi en BD à l'époque, qui est marrant parce que ça existe plus du tout. Mais quand on montrait notre dossier à un éditeur, un des premiers critères que l'éditeur nous disait, c'était le lettrage. Il nous disait, tu sais pas lettrer, reviens quand tu seras lettré. Donc ça lui permettait aussi de pas s'éterniser sur le dessin qui était maladroit. Donc du coup, c'était peut-être pas mal aussi. Mais c'est vrai que c'était le lettrage, quoi. Donc on avait aussi le stress de bien savoir lettrer à la main, alors que maintenant, la dernière fois que j'ai accompagné des étudiants à Angoulême, les éditeurs leur ont dit lettres en informatique. Bah ouais, ça plus. Enfin, ça demande quand même des compétences, mais c'est plus la chose que ça devait être. Ouais, c'est vrai, parce que c'était vraiment très rigoureux comme acte, quoi. Donc, tu as dit plusieurs fois que tu étais influencé par les comics. On vient de parler de Simon Bisley aussi. Tu peux nous dire un petit peu quelles sont tes références alors dans cette BD américaine et surtout qu'est-ce qui te plaît dans cette approche? Pourquoi c'est vraiment une influence pour toi? En fait, je sais pas trop. Alors, à l'époque de Strange, ce qui m'avait vraiment hyper marqué, c'était John Byrne. Alors, après, si tu veux me reprendre pour l'accent, n'hésite pas. Non, c'est très bien, non. Et la série qui m'avait le plus marqué dans les Strange et John Byrne, c'était la Division Alpha. Donc moi, je suis pas le John Byrne des X-Men, mais de la Division Alpha, j'adorais vraiment cette série. Donc là, je suis content que cette année, la Panini a ressorti en intégrale, ouais. L'intégrale. Moi, j'avais déjà les versions américaines, mais il me manquait le tome 1, donc du coup, là, je suis content. Donc c'était vraiment John Byrne avant tout. Et après en comics, là c'est bon, actuellement là, c'est vrai que là c'est Mike Mignola, c'est vraiment bon, c'est pas une influence graphique, mais c'est une influence artistique, on va dire. C'est vraiment graphiquement, c'est tellement radical et que là, comme ça, je te dirais Mike Mignola parmi les références. Et après, une de mes BD cultes, c'est le Killing Joke de Brian Bolan et Alan Moore, que j'ai découvert en kiosque. À l'époque, elle était sortie en kiosque en 89, quand il est sorti le premier Batman de Tim Burton.
Et donc j'ai découvert cette BD en kiosque à côté de Pif Gadget et de Strange. Et C'était pas le même délire. Hein. et c'était pas le même délire. Et j'ai pris une claque monumentale, quoi. Au niveau de la narration, quand il y a les transitions entre le flashback et les séquences, il y a des cases de transition, c'était vraiment incroyable. Et ça, c'est vraiment une de mes BD préférées. J'ai pas toutes les éditions, mais j'en ai quand même. Ouais, t'en as pris plusieurs du coup pour. Non, c'est une BD que je collectionne, quoi. Ouais. Donc j'ai la première édition américaine que le Commis des Comics m'a offerte d'ailleurs, que je salue. Et j'ai la première édition française. J'ai acheté le collector là, qui est sorti il y a 2-3 ans pour les 30 ans aussi. Ouais. Donc Killing Joke, c'est vraiment des BD de référence, quoi. Ouais, mais enfin, moi, ça me fascine toujours un peu de pouvoir parler avec des gens qui les ont lus au moment où elles paraissaient. Mais t'as senti quand tu l'as lu la première fois que t'étais en face de quelque chose de. J'ai pas compris. Et c'est c'est là où j'ai eu une espèce de révélation. C'est que j'ai pas compris à tous les niveaux. Alors déjà, j'étais séduit par le dessin, parce que le dessin, il est assez virtuose. C'est des dessins réalistes, très léchés, avec énormément de petits détails. C'est vraiment graphiquement, il n'y a rien à redire, quoi. Et comme je te dis, là, c'est au bout de la 3e ou la 5e lecture, soudain, on se rend compte que les transitions entre les moments du présent et des flashbacks, c'est calculé, quoi. Au niveau des compositions de pages aussi, il y a des trucs. Donc, il y a une seconde lecture et là, on comprend vraiment ce qu'est l'art de la BD, quoi. Parce que c'est pas que dessiner ou même savoir dessiner, quoi. C'est vraiment raconter une histoire, composer une page. C'est vraiment une super révélation, quoi. C'est quelque chose que toi tu appliques alors maintenant aussi quand tu dessines, même quand tu écris en fait, c'est des choses qui te restent en mémoire. Ouais, en fait. c'est un truc. Après, le problème c'est que c'est pas facile de réussir à placer des petits trucs comme ça, quoi. Mais ça fait partie des trucs auxquels je pense en permanence, quoi. Te dire, tiens, je vais essayer de placer une case qui renvoie à une autre case, qui fait une référence à une page précédente, tout ça. Donc voilà, c'est pas facile à placer, mais c'est toujours le but, quoi. Alors vu que ton style en décalque de Simon Bisley, apparemment ça ne plaisait pas aux éditeurs, t'as dû réajuster. Tu penses que ce genre de style d'approche graphique, c'était compliqué à l'époque de le vendre en fait aux éditeurs? Est-ce que ça a changé entre temps quand même maintenant, parce qu'on est quand même dans une ère de la bande dessinée maintenant où il y a justement les influences se croisent, les styles se mélangent, et en fait même quand t'es maintenant typé un peu comics, t'as moins de soucis, j'imagine, à te faire publier. Ouais, alors le problème entre guillemets de Simon Bisley, c'est que quoi, le problème, c'est difficile de dire ça, excuse-moi Simon, c'est que c'est de la couleur directe. Ouais. Et les éditeurs franco-belges, ils étaient un petit peu frileux avec est-ce que tu peux nous définir ce que c'est, juste pour celles et ceux qui connaissent pas? Alors la couleur directe, c'est le fait de peindre directement sur la planche, quoi. C'est de peindre. Alors il y a la couleur directe à la peinture, comme fait Simon Bisley, à la gouache ou à l'acrylique. Et après il y a la couleur directe à l'aquarelle avec des encres, quoi. Voilà. Et donc en contrario de ce qu'en font la majorité des auteurs franco-belges et même de comics, quoi. C'est de la couleur indirecte où c'est dessiné. Le noir est dessiné à part et la couleur est ajoutée après, soit de manière traditionnelle, mais ça se fait de moins en moins, ou soit ce qui se fait le plus maintenant, digital, avec notamment Photoshop pour la plupart du truc. Ouais. Okay. Et à l'époque... la couleur directe, c'était pas un truc que les éditeurs kiffaient, alors alors, il faudrait que je me rappelle de tout ce qui sortait. À l'époque, il y avait, comment il s'appelait, je me rappelle plus son prénom, Le Droit, celui qui faisait les Chroniques de la Lune Noire. Ok. À partir du tome 3, il est passé complètement en couleur directe. Donc après, je sais pas, parce que je sais quelqu'un dont j'apprécie le travail, mais que je connais pas personnellement. Donc j'ai pas discuté avec lui, parce qu'il y avait un petit peu du Bisley par moment dans son approche. Et après, bien entendu, il y avait toujours des BD en couleur directe qui sortaient à l'époque, hein, mais c'était pas celle qui avait le plus de succès, quoi. Celle qui avait un petit peu marché, qui avait marché quand même, c'était Les Feux d'Askel de Jean-Louis Maurier et de Christopher Leston. C'était tout à la gouache. Donc ça aussi, ça faisait partie des BD que je suivais beaucoup parce que c'est ce que je voulais faire à l'époque, là, la couleur directe.
Et puis voilà quoi. Donc après, voilà, donc quelque part faire du noir et blanc, c'est, j'allais dire, c'est plus simple, mais non, parce que parmi les reproches qu'on me faisait à l'époque, c'est qu'avec la couleur, on peut tricher quoi. Si le dessin est maladroit, on compense par de la couleur exubérante ou par un effet de matière, une éclaboussure de brosse à dents et tout ça. Bah, c'est le jeu en même temps. Ouais, alors que les éditeurs me disaient, travaille d'abord ton noir et blanc, et si ton noir et blanc est solide, après tu pourras faire de la couleur quoi. Donc je pense que c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé mon noir et blanc, et après, vu que le noir et blanc, ça prenait quand même moins de temps que faire de la couleur, bah, du coup je suis resté au noir et blanc, et j'ai eu la chance de travailler avec des coloristes de talent. D'accord, ouais. Ok, toujours un peu sur cette thématique un petit peu comics. Badass, c'était aussi une forme de comics, mais fait à la française alors. C'est comme ça que tu le qualifierais. Ouais, carrément. Badass, c'était vraiment la volonté des éditions de Delcourt de faire un comics français, quoi. Et ils avaient sorti toute une collection qui s'appelait Comics Fabrique à l'époque. Ouais. Et ouais, c'était vraiment, et pour moi, c'était vraiment super, quoi. J'étais vraiment hyper heureux de faire Badass. Et j'ai eu la consécration quand le tome 1 a été traduit chez Dynamite, aux États-Unis. Donc pour moi, c'était vraiment voilà, que j'avais atteint un rêve, quoi, d'être publié aux États-Unis, et en plus avec ma propre BD, quoi. Ma propre BD, c'était, il y avait Eric Hanna au scénario et Gaëtan Georges à la couleur. Ouais. Mais j'étais hyper heureux de ça, parce que j'avais bien entendu. T'avais essayé d'être publié directement aux États-Unis? Ouais, bien sûr. J'avais rencontré à Angoulême un mec de chez Marvel, la Cebulski. Ouais, C.B. Cebulski, ouais, Chester. Qui était très, très sympathique. Et quand on me l'avait fait rencontrer, je lui avais montré mon book, et il avait été hyper enthousiaste. Il arrêtait pas de crier amazing. Ça, c'est un Américain, donc. Amazing. Il faut qu'on bosse ensemble. Il faut qu'on bosse ensemble. Bon, moi, j'étais super content, quoi. Et voilà, ça s'est arrêté là. C'est juste alors. Et parmi mes autres faits de gloire, grâce à Thierry Mornay, j'avais envie de faire du Tortue Ninja. Et donc, du coup, j'avais demandé à Thierry, j'avais gratté. Je sais pas s'il m'avait donné son mail direct ou s'il avait contacté pour moi. Kevin Eastman, Peter Eastman. Ouais. Et donc, du coup, j'avais envoyé un dossier à Kevin Eastman des Tortues Ninja. Et il m'avait répondu, un mail super gentil, et il m'avait dit le mail standard, malgré la qualité de ton travail, les équipes sont complètes, et donc c'est pas possible. Et blablabla, ouais. D'accord. Mais ouais, j'avais essayé de bosser pour Marvel et tout ça. Ok. Badass, c'était aussi quand même plutôt trash, très violent aussi quand même. C'est quelque chose, tu l'as dit, hein, je l'ai entendu il y a 10 minutes, mais t'as dit que t'aimais bien la violence. Alors, c'est pas la violence, parce que je voudrais pas passer pour un... Il m'a dit que t'étais un énorme psychopathe et que tu tuais des chatons au petit déjeuner. Est-ce que c'est vrai, Bruno? Alors, c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps, et t'es revenu sur le droit chemin depuis. C'était des chatons très très méchants. Ils méritaient. Il fallait les voir. Enfin bref, on peut parler d'autre chose. Oui, bien sûr. Ton rapport à la violence, du coup, en bande dessinée. Alors donc, moi, ce qui me plaît, c'est pas la violence telle quelle, c'est le gore, en fait. Ce qui est presque pire, mais vas-y, essaye de développer, de sauver ta peau maintenant. Moi, ce qui me plaît, c'est vraiment les films d'horreur. Ouais. Alors, je suis passionné de Mad Movies, le magazine, les effets spéciaux, tout ça, à l'ancienne, tout ce qui est pratique. Ça me plaît vraiment énormément, là, tout ce qui est bricolage, maquillage, tout ça, j'adore, quoi. Et Branded, tous ces films. La base. Et même le premier Hellboy, j'avais adoré. Rien que pour les effets spéciaux, j'avais adoré. Ce côté, j'avais latex, là, c'est vraiment génial. Et donc, ce qui me plaît vraiment, c'est le gore et surtout la réaction que ça suscite, quoi. C'est surtout ça qui me plaît. C'est quand je dessine des boyaux ou une fracture ouverte, ce qui me plaît, c'est de me dire, quand les gens vont voir ça, ils vont être dégoûtés ou ils vont être choqués. C'est pas le plaisir de dessiner ça, parce que pour moi, je dessine ça comme je dessinerais une feuille d'arbre ou une branche. Mais c'est vraiment
c'est un peu comme si on faisait une blague, c'est comme si je faisais une blague et que je me disais, ah, tu vas voir quand il va tomber sur ça, il va être dégoûté et moi, ça va me faire rire. Donc voilà, donc moi, c'est le côté gore, c'est vraiment ce qui me plaît, quoi. Après, peut-être que j'ai vu Conan le Barbare trop tôt, parce que dans Conan le Barbare, il y a pas mal de têtes coupées et tout ça. Mais c'est vrai que tout ce qui est gore, là, ça me fait vraiment... Ça te fait kiffer. Ouais, ça me fait rigoler. C'est vraiment rigolo. Mais tu rigoles, enfin, c'est juste en se basant un peu sur ta culture cinématographique que tu reproduis, ou t'es allé rechercher même, enfin, t'es allé faire des leçons d'anatomie pour vraiment te dire... Alors, moi, je suis un fan d'anatomie morphologique, on va dire, hein, des muscles extérieurs, quoi. Mais à une époque, je sais que je voulais être vétérinaire et j'aime bien en fait tout ce qui est un petit peu médical aussi, quoi. Donc oui, je regarde un petit peu de la doc pour pas dessiner n'importe quoi, mais je fais pas ça non plus avec une précision voilà, scientifique, une quête de vérité absolue, hein, parce que ça reste du spectacle, on va dire, quoi. Et le fait que tu dessines, alors, parce qu'on va commencer à switcher sur l'Ogre Lion, mais le fait que tu dessines des animaux, en fait, c'est en rapport avec ton envie d'être vétérinaire d'avant ou pas du tout? Peut-être. En fait, j'ai toujours aimé les animaux et surtout, j'ai toujours adoré dessiner les animaux. Ça m'a toujours plu. Et c'est vrai que c'est con, mais je l'avais dit une fois aussi, mais j'adore dessiner les gueules avec les dents. Mais c'est pas que c'est pas quand même plus compliqué, vraiment bien plus compliqué que dessiner des personnes. Alors, de faire des animaux et surtout avec le style, par exemple, de réussir un petit peu à donner des émotions aussi quand même. Oui, c'est une autre gymnastique, quoi, parce que c'est vrai qu'il y a le volume du museau avec une perspective différente, donc du coup on va dire que c'est un petit peu plus compliqué, mais après il faut un petit peu interpréter, quoi. Et quand je pensais au croc, là, j'ai eu un flash du Loup-garou de Londres. Et pareil, c'est un film que j'adore. Et du coup, là, il y a tout ce qu'il faut. Il y a du gore, il y a des loups, il y a des crocs. Et donc voilà. Non, j'ai toujours aimé dessiner les animaux. Donc là, ça me permet d'enfin réunir T'as différentes passions, hein, puisque dans l'Ogre Lion, t'as des animaux et c'est aussi quand même assez violent, il faut le dire. Il y a des boyaux et des fractures ouvertes, comme tu mentionnais. Exactement. Et pour les fractures ouvertes, c'est super rigolo parce que la coloriste de la série, Jo, que je salue, elle est fan de Disney et elle a une espèce de phobie des fractures ouvertes. Ce que je peux comprendre, hein. Et donc il y a certaines pages où c'était psychologique, elle occultait, quoi, elle les coloriait pas. Et donc il fallait que je lui... Et il y a même une case où elle a oublié de colorier les tripes. Pourtant je lui avais dit, tu as oublié les tripes. Et elle me dit, ouais, ok, je le fais. Et elle l'a jamais fait parce que je pense qu'inconsciemment c'était trop dur pour elle. Voilà, à force de vouloir choquer les gens, tu choques même tes collaborateurs. Voilà, c'est ça le piège. D'accord. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer les origines de ce projet, parce que ça remonte un peu. Moi, j'ai vu dans le dossier de presse quand même que c'était quelque chose que tu as mis qui a été travaillé il y a bien longtemps. Oui, il y a bien plus de 10 ans. Ouais, ben en fait, comme je disais, donc il y a ma passion pour le dessin des animaux et j'avais vu ce documentaire avec des lions là, du National Geographic, et j'avais trouvé ce documentaire vraiment bien scénarisé, bien monté, et du coup ça m'a donné envie de dessiner plutôt ce genre de personnage. Et j'avais aussi un petit peu l'influence d'une série télé qui s'appelait La Belle et la Bête avec Linda Hamilton, je sais pas si tu vois, et Ron Perlman. Donc c'est une série hyper mièvre, hein, et donc pendant tout l'épisode, c'est bien Ron Perlman qui fait la bête, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et on attendait que Ron Perlman grogne et qu'on voie ses crocs, et au mieux il pouvait mettre un coup de griffe, quoi. Et pareil, quoi, ce côté être humain grimé avec une tête de lion là, ça m'avait pas mal plu aussi. Je crois que c'était Rick Baker, le maquilleur du Loup-garou de Londres, qui avait fait les prothèses, mais je suis pas sûr. Donc voilà, donc tout ça là, ces lions, ce documentaire, donc ça m'a donné envie de faire ces personnages-là. Et après, le lion, c'est vrai que naturellement, il a des cheveux. Donc du coup, ça me permettait de faire un personnage principal sans
à avoir l'obligation de lui mettre une perruque. Ouais. Donc moi ça me plaisait parce que ça me permettait de rester fidèle aux dessins animés de Disney ou comme Robin des Bois ou Bernard et Bianca, Zootopia, tout ça, où les animaux n'ont pas de perruque. Donc c'est un truc ça me détaille à la cour, mais moi ça me tenait à cœur, quoi. Ouais. Et puis voilà, quoi. Quand j'ai terminé Zorn et Diarna avec Jean-David Morvan, j'avais proposé à Mourad, je lui ai dit j'aimerais bien faire un truc animalier, et il m'avait dit que l'animalier ça marchait pas, donc du coup il avait même pas voulu en savoir plus. Donc Mourad, c'est le fondateur des éditions Soleil. Des éditions Soleil, ouais. Et après il y a Black Sad qui est sorti, donc du coup ça a renversé les cartes. Les cartes et son rapport à la BD animalière, quoi. Et puis voilà, quoi. Donc c'est toujours un projet qui m'a poursuivi quelque part gentiment, quoi. Même après Badass, j'avais montré des croquis à David Chauvel, qui était l'éditeur de Badass, et ça avait failli marcher avec David Chauvel. Il m'avait proposé de faire la BD avec Eric Hanna. Mais malheureusement, Eric Hanna avait une vision du scénario qui me correspondait pas. Moi, je voulais un truc plus épique, on va dire. Et le scénario de Eric Hanna était plus complot à la Game of Thrones. Donc du coup, ça s'est pas fait à ce moment-là. Mais sinon, on aurait pu sortir, Eric Hanna et moi, une BD anthropomorphique chez Delcourt, édité par Chauvel, mais du coup ça s'est pas fait. Et après Chauvel a sorti les 5 terres. Du coup, donc il a gardé son projet de faire de l'anthropomorphisme lui aussi. Et Eric Hanna a gardé son scénario aussi de son côté. Et puis voilà, quoi. Et donc du coup j'étais un petit peu débité parce que je savais pas trop à qui le proposer. Et c'est là que je vois dans le Bamboo Mag que Arleston allait créer une boîte de bande dessinée, ouais. Une boîte d'édition, quoi. Et pour moi, Arleston, c'est le scénariste vedette des éditions Soleil où j'ai commencé Zorn et Diarna. Donc pour moi, c'était super, quoi. C'était presque un signe, quoi. Je me suis dit, c'est génial, quoi. En plus, vu que Arleston connaît mon boulot pour l'avoir prépublié dans le magazine L'Enfance Mag à l'époque, ouais, ça me permettait de pas avoir à faire de planche test. Parce qu'il te connaissait déjà. Voilà, parce qu'il connaissait mon travail. Et parce que quand on crée un dossier de BD qu'on montre à des éditeurs, il faut savoir que ça prend des mois pour faire ça, quoi. Et quand c'est un refus, on a déjà la déception d'avoir le refus, et en plus on a la déception d'avoir passé autant de temps pour rien, quoi. Parce que contrairement aux intermittents du spectacle, on n'est pas payé pendant qu'on prépare quelque chose, quoi. Et donc le dossier d'édition, en plus, c'est quoi? C'est des pages tests, c'est élaborer un pitch. C'est un minimum de 5 pages. Ouais. Et après, tout ce qui est rédactionnel lié au scénario, quoi. Donc ça prend effectivement beaucoup de temps, quoi. Et donc voilà, j'avais cette économie de dessin en le présentant à Christophe Arleston. Donc c'est ce que j'ai fait. En fait, j'ai envoyé juste un petit pitch, ouais, et des recherches de personnages. Donc au début, il était intéressé dans le fond, mais pas vraiment sur la forme. Et du coup, ça s'est pas fait. Donc du coup, j'étais encore bien dépité. Et pour pas perdre la main, du coup, j'ai fait un Inktober. C'est un challenge qu'il y a sur Instagram notamment. Ouais, donc tous les mois d'octobre, voilà, où en fait on propose de dessiner un dessin par jour directement en ancré, d'où le Ink, donc qui est l'encre dont on vous parle souvent chaque année, au mois d'octobre en général sur First Print. Et ouais, moi c'est comme ça que j'avais découvert en fait ce personnage. C'était quand j'avais vu l'Inktober que tu faisais sur cet univers en fait. Voilà, donc le Inktober est né du projet avorté de la BD, quoi. Ça me permettait de l'avoir en main et de faire un truc pour me soulager un petit peu de cette frustration, quoi. Ouais. Et plus tard, Christophe me recontacte et me dit: est-ce que tu as toujours ton scénario? J'aime bien. Est-ce que tu l'as signé ailleurs? Et il me dit: viens, on se rencontre, parce qu'il est à Aix-en-Provence, à côté de Marseille, où j'habite. Ouais, ok, ouais. Et quand on s'est rencontrés, en fait, c'était pour le signer, quoi.
Donc j'étais très très Toi, surpris. tu savais pas, tu pensais que c'était juste pour discuter. Oui, je pensais puis il que a c'était pour sorti un discuter. contrat, il a fait. Hey. Non, mais au fur et à mesure de la discussion, c'était c'est bon. Ok, ouais, on va le faire. Ok. Et ok. du coup, j'ai dit mais je le fais comme je veux. Ouais. Donc voilà, j'ai pas voulu chercher plus À que ça à comprendre, ouais. comprendre. Quand les bonnes choses arrivent, il faut juste dire merci. Tu l'as pas demandé quand même qu'est-ce qu'il avait fait changer d'avis entre temps? Non, honnêtement, j'avais trop peur que. Ils te disent, ah bah finalement, en fait, j'ai rechangé d'avis. Oh, c'est comme quand les impôts te rendent l'argent, tu leur demandes pas pourquoi Ouais. vous me remboursez. Tu dis rien. Et alors au fond de moi, peut-être qu'au tout début de Dracou, les BD peut-être étaient un peu plus axés humour. Et peut-être qu'il a voulu prendre un virage peut-être moins humour, même si dans ma BD il y a de l'humour malgré tout. Ouais. Donc je sais pas pourquoi, mais comme je disais, j'ai pas besoin de savoir. D'accord, ouais. Donc dans l'Ogre Lion, on suit de ce personnage justement d'un lion qui est amnésique et dont on se rend compte en fait très très, très rapidement dès le début en fait qu'il est possédé par une forme d'entité démoniaque, mais qui a un esprit un esprit vengeur qui s'occupe de protéger en fait les herbivores, parce qu'on va grosso modo, vu que t'es dans un monde animalier de fantasy, t'as les carnivores et les herbivores grosso modo, pour séparer. Et il erre dans le nord, dans les terres nordiques de ton univers, et il ne sait pas pourquoi, et donc en sauvant en fait un petit chevreau qui est embrigadé dans une secte, donc dans la secte du cornu, les deux vont partir ensemble pour essayer de retourner dans le sud, tout en essayant de découvrir en fait qu'est-ce qui a pu arriver à ce personnage qui est assailli par des visions de son passé. Donc ça c'est le pitch grosso modo de ton album. Comment ça t'est venu cet univers en fait, et est-ce que c'est compliqué de créer un univers de toute pièce, d'inventer des personnages Alors, créer un univers de toutes pièces, en fait, on s'en rend pas compte, quoi. C'est après qu'on se dit, ah bah tiens, ah oui, j'ai créé un truc, mais on s'en rend pas vraiment compte. Et dans le personnage du lion, là, moi, le truc qui me plaisait, parce qu'il est possédé donc par un démon, là, pour moi, c'est encore un truc de super-héros, quoi. Pour moi, c'est Hulk, c'est Ghost Rider. C'est Ghost Rider de ouf, ouais. C'est le gars qui est maudit et qui se transforme, quoi, qui a une apparence à un certain moment et qui a une autre apparence à d'autres moments, quoi. C'est le mythe du super-héros qui se transforme. C'est le mythe de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est tout ça, quoi. La double identité, là, ça fait partie des trucs de super-héros qui m'ont toujours intéressé. Tu t'as pas dit qu'il fallait mettre un bandeau quand Ghost Rider rencontre Conan le Barbare pour le marketing un petit peu. Faudrait que j'en parle. Faut en parler faudrait que j'en parle à Fabrice quand je le verrai. Ouais. Je sais pas s'il serait d'accord. Ah, peut-être, on ne sait pas. Ça peut être une bonne idée de marketing. J'ai toujours des bonnes idées, appelez-moi. Faut que je l'appelle. Donc, pardon, je faisais une blague. Oui, donc mais c'est ça, en fait. C'est le Ghost Rider et après, je te montrerai des croquis ou des vieux croquis là que t'as ramené avec toi, ouais. Que j'ai dans le sac. Et après, je sais pas si tu peux. Ah non, tu pourras les poster les croquis ou pas? Si tu me passes après, moi je peux les mettre dans l'article qui accompagne le podcast, ouais. Parce que au début, le lion se transformait en espèce de lion Hulk, quoi. C'était un lion, d'accord, ouais, ok. Hyper puissant. Il avait un crâne d'animal enflammé, quoi. Donc d'accord, donc l'inspiration était beaucoup plus évidente. C'est alors vraiment Hulk. Alors pourquoi t'as changé avec un démon herbivore? Après, c'est en discutant avec des amis, parce que à Marseille, on est pas mal d'auteurs de BD. Ouais. Et en discutant avec des amis, au fur et à mesure de la discussion, c'était encore plus rigolo que son démon soit son opposé, quoi. C'est encore plus troublant et plus dramatique, quoi. Que si c'est juste une version de lui améliorée, améliorée avec la tête qui brûle quand même. Mais c'est plus dramatique si en plus il est incarné, quoi. Il incarne une forme de némésis, d'ennemi juré, quoi. Donc c'est ça. En fait, c'est le truc, c'est des codes scénaristiques. Il faut que plus ton héros en chie et plus on va l'apprécier, quoi. Ouais. D'autant plus que t'as aussi une dichotomie dans le sens où le démon voit tout ce que fait de toute façon le personnage, alors que le lion lui est amnésique en fait. Donc
et non seulement pas maître de ses actions quand il se transforme, mais en plus se rappelle jamais vraiment vu qu'il a aucun souvenir, il est vraiment complètement perdu. Hein. Ouais, alors en termes de héros qui en chie, ouais, tu places la barre assez haut, quoi. Alors là, l'influence aussi, là, c'est pour ça aussi que la première version, je pense, du scénario, elle avait été refusée par Christophe à l'époque. C'est que on a parlé beaucoup comics, mais en franco-belge, quand j'étais au collège, j'ai découvert Torgal. Ouais, de Rosinski et Van Damme, parce qu'il y a le tome 7, je crois, qui s'appelle L'Enfant des Étoiles, où il y a Torgal jeune, avec un gilet en fourrure et une immense épée sur la couverture. Sur la couverture. Ouais. Donc moi, quand j'ai vu cette BD, dans ma tête, je me suis dit, putain, c'est Conan, quoi. Ils ont fait la BD de Conan, parce qu'à l'époque, je n'étais pas au courant que ça existait, la BD de Conan. Mais vu que j'avais vu le film. Donc j'ai découvert Torgal en croyant que c'était Conan. Et donc, du coup, j'ai adhéré à cette BD. Et tout ça pour dire que parmi les Torgal, il y a quand même des perles au niveau du scénario. Il faut quand même le dire. Hein. Donc, moi, je vous conseille de lire le 15, Le Maître des Montagnes. C'est une histoire de voyager dans le temps. Tu connais aussi hein? Torgal, j'ai tout lu. Ah, ok. Enfin, il me doit me manquer le tome 37 à 39, là, du coup, depuis qu'ils se sont rejoints. Mais si, et puis Torgal, je trouve même qu'il y a même dans la continuité, en fait, parce que plus tu vas loin, plus tu vois que des actions des premiers tomes ont encore des répercussions après. Moi, j'avais fait un papier à l'époque pour dire qu'en fait c'était quand même il y avait aussi une façon de narrer qui se rapprochait de ce que faisait la BD américaine en fait. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est bien si tu es convaincu toi aussi. Le mal bleu tu vois, moi après je me suis arrêté par contre, j'ai pas tout lu. T'as une période en plus. Parce que je veux dire, sinon ça aurait pu te servir d'inspiration. Est-ce que tu as aussi une période où Torgal est amnésique en fait et devient le souverain d'un autre pays? Oui, c'est là, je suis allé jusqu'à là. Ouais, bah voilà, c'est ça. Ouais, je suis allé jusqu'à là. Mais tout ça pour dire que moi, en fait, mon Torgal, un de mes Torgal préférés, mais il y en a tellement. Il y a Alinoé qui est monstrueux. En plus, c'est des one-shots, donc du coup, ça se lit. Le Maître des Montagnes, tu peux le lire séparément, mais si tu lis tout, t'es quand même récompensé par la sensation d'avoir quand même une longue saga. Bien sûr. Mais le Maître des Montagnes, tout le monde peut le lire, quoi. On n'a pas besoin de se farder les 14 premiers. Tous les bouquins, quoi. Et donc, parmi mes préférés, il y a le Au-delà des ombres. Donc, quand j'étais gamin, celui-là, il m'avait marqué parce que au tout début, Torgal, c'est une espèce de clodo. Je sais pas si tu te rappelles. Non, faudrait que je revoie la couverture pour. C'est une espèce de clodo. Il a les cheveux longs, il a une grosse barbe, tout le monde lui jette des poubelles dessus. C'est vraiment une espèce de serpillière horrible. Et on lui demande, on lui propose d'aller sauver sa femme en fait, au-delà des ombres, dans une autre dimension, quoi. Donc du coup, il se rase et il redevient le héros que tout le monde aime, quoi. Et c'est ça que j'aimais bien, c'est ce côté du héros tout pourri, qui soudain il y a la révélation et il redevient. Et c'est un petit peu ce que je voulais faire avec mon lion là. Je voulais vraiment que ça soit une espèce d'épave au tout début, suicidaire et tout ça. Ouais. Mais le problème, c'est que on peut pas présenter un personnage comme ça d'emblée, quoi. Parce que ce qui marche avec Torgal, c'est qu'au début, on le voit comme un héros, après on le voit comme un clodo, et après on le revoit comme un... Et on peut pas présenter, on pouvait pas le présenter juste en clodo, quoi. Donc du coup, c'est pour ça qu'on est un petit peu sous les conseils et la discussion avec Christophe Ariston. J'ai un petit peu édulcoré ce côté du gros loser, parce que sinon il aurait été vraiment trop passif, même si là il y a des petits côtés un petit peu passifs, comme tu disais, quand il se réveille de ses transformations, qu'il a pas de mémoire, et donc c'était aussi le piège pour qu'il soit pas trop passif, quoi. Après, tu fais quand même une entrée en matière assez brutale, parce qu'il est directement, en fait, dès les premières planches, en fait, tu le vois avoir ses visions, et puis justement, il se suicide pour faire apparaître le démon. Donc, tu disais que tu voulais pas que ce soit trop brutal, mais en fait, ça allait déjà quand même pas mal. C'est vrai que la page 1, quand je l'ai dessiné, ça me faisait... Bon, je rigolais déjà parce qu'il y avait dès la première case, il y a des enfants morts. Incorrigible. Donc mort avec du sang, hein. Et alors elle est très sombre, on voit pas les petits morceaux de cervelle, mais il y a la première page, il y a des enfants morts
et un suicide. Voilà. Donc, si je vous ai donné envie de lire ma BD avec ça. Les gens quittent le podcast à l'heure où ils nous écoutent, là, clairement. Ils se dire, c'est quoi ces malades et tout. Donc, voilà. Donc, la première page, ouais, c'est vrai qu'elle elle donne un peu le ton, mais justement, c'est parce qu'après, c'est parce que voilà, il y a ce camp enfin, cette secte qui est attaquée par des loups en armure, et en fait, et le démon, du coup, va protéger, en fait, cette secte d'herbivores des attaquants qui sont des carnivores. Protéger, sa motivation première, c'est d'exterminer tous les carnivores. Les carnivores aussi, ouais. Il protège indirectement. Voilà, on va dire. Par répercussion, il les protège, quoi. Mais c'est pas sa première motivation, quoi. Et après, comment tu construis ta dynamique entre le lion et son protégé? Comment tu fais pour faire discuter, avancer, évoluer de deux personnages? Alors c'était marrant aussi, ça. On en a beaucoup discuté avec Christopher Leston. Moi, au tout début, j'avais dessiné, j'étais hanté. J'avais fait un dessin où le petit gamin, il traînait le lion avec une chaîne autour du cou. Et ce dessin, il était, alors, je parle pas au niveau de la réalisation, mais il était très impactant au niveau du symbole, quoi. Parce qu'on avait ce petit gamin chèvre qui traînait derrière lui un lion immense enchaîné. Et je trouvais que l'idée, elle était vraiment super forte. Et au début, j'étais parti avec cette idée-là, mais j'ai pas réussi à le scénariser, quoi. J'ai pas réussi à expliquer pourquoi ce putain de lion était enchaîné avec un petit gamin qui le traînait. Et donc, du coup, j'étais hyper frustré de ça. Et après, Christophe m'a dit, mais il faudrait que les personnages se disputent un peu. Et donc, moi, je voulais pas, parce que dans Conan le Barbare, Conan, il se dispute pas avec Subotai. Je sais pas si tu te rappelles, mais... Non. Non, mais donc voilà. Donc lui, non, je t'avoue, j'ai pas vu le film Conan, moi, personnellement. Torgal, ok, mais Conan, non. On peut pas. C'est pas que je veux pas, c'est que je l'ai juste pas pris le temps, quoi. Du coup, on va couper le podcast et on en reparle après. On va le battre. Et donc, du coup, pendant le grand confinement, pendant que je scénarisais le tome 1, j'ai eu le malheur de revoir un film que j'adore qui s'appelle Willow. Ouais. Voilà. Et donc Willow, le duo entre Willow et Matt Digan, je sais plus comment il s'appelle, le personnage incarné par Val Kilmer. Ouais. Et donc le duo, il est super. Ils arrêtent pas de se moquer, de s'engueuler, de se trahir gentiment. Et du coup, ça m'a donné une influence pour mes personnages, quoi. Donc au début c'était Conan le Barbare et après c'est devenu Willow le Barbare. Donc on peut aussi dire que t'es quand même un fan d'Heroic Fantasy de façon générale. Oui, non, c'est vrai que c'est oui. Si tu me demandes entre la science-fiction et l'Heroic Fantasy, je préfère l'Heroic Fantasy. C'est quoi ce qui te plaît dans ce registre particulièrement? C'est les épées, les armes, les épées. Couper des têtes. Couper des têtes. La boue, couper des têtes. D'accord. C'est ça qui me plaît. Et comment alors du coup, parce que t'as ton histoire en tête, je pense que dès que tu présentes ton projet, t'as quand même toute l'histoire en tête. Dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes. Ouais. Mais alors après, comment on passe de ce pitch jusqu'à te dire, voilà, j'ai ensuite un scénario qui va s'étaler sur 3 albums que je vais pouvoir faire. Comment ça se gère ça? Après, moi, vu que c'est mon tout premier scénario, je navigue un petit peu à vue, on va dire, et je découvre un petit peu comment écrire. Et quand on écrit, on est comme moi en tout cas, je suis hyper surpris des rebondissements. C'est-à-dire que quand je dessine un personnage avec une épée, au final j'ai un personnage avec une épée, quoi. Alors que quand on écrit, on va écrire un mot qui va nous donner une idée sur autre chose et du coup il va y avoir plein de rebonds comme ça. Et donc le tome 1 tel qu'il est en BD, il est complètement différent du tome 1 que j'ai scénarisé. Ouais, c'est vraiment un truc hyper marrant, quoi. Et là actuellement, je suis en train j'ai terminé donc le scénario du tome 2. Et c'est pareil, quoi. J'ai fait une première version du scénario que j'ai proposé à Christopher Leston. Il m'a fait un retour, donc j'ai écrit une deuxième version du scénario qui a déjà rien à voir avec la première version. Et une fois qu'il m'a donné son retour sur la deuxième version écrite, pour moi c'est terminé. Je peux plus écrire, quoi. Je suis dessinateur, donc après les mots ça devient un petit peu abstrait et je sais pas si une phrase ça va me faire une page ou une case, donc du coup j'ai besoin de concret. Et là je commence à storyboarder entièrement le bouquin, mais en vraiment un petit brouillon timbre poste, quoi. Et même à cette étape là,
le fait de dessiner, on va se dire, ah putain, mais c'est vrai qu'il pourrait faire ça aussi. Et donc, du coup, on a encore d'autres idées, quoi. C'est-à-dire que tes scripts, en fait, ils sont pas ultra détaillés dans le sens où tu fais pas des scripts page 1, case 1. Ah non, c'est pas découpé. Ouais, c'est ça, Non, c'est pas découpé. Non. Le découpage, justement, je le fais par le dessin. Pour te laisser toute la liberté d'ajuster ta narration séquentielle. Et ouais, parce que le tome 1, j'avais réussi un petit peu à le découper à l'écrit, mais là, le tome 2, j'avais dit, ouais, tiens, c'est pas grave, ça va faire une page. Au final, quand j'avais tout découpé mon scénario, je suis arrivé à 28 pages, alors qu'il faut en faire 46, tu vois. Donc, je me suis dit, ça marchera pas. Et donc, du coup, j'ai tout découpé, et mon premier découpage, j'avais 44 pages au lieu de 46. Donc, tant mieux, parce qu'il vaut mieux en avoir moins que trop, parce que le tome 1, mon premier découpage, je crois que j'avais 52 pages, je crois. Okay. Donc c'est toujours plus douloureux de couper que de laisser. Que de rajouter. Donc voilà. Donc là, j'ai le storyboard du tome 2 et donc là j'ai le feu vert pour attaquer les pages définitives. Mais c'est pareil, entre mon storyboard et le dessiné... il risque d'y avoir 2-3 autres versions différentes. Il va y avoir des surprises, quoi, même auxquelles je m'y attends, parce que je sais qu'il va y en avoir, mais je sais pas encore quoi. Et c'est ça qui est super marrant. Et le tome 3, donc j'ai la fin, là, j'ai une idée, bien entendu, de comment ça va se goupiller, mais il y a rien qui est figé. Et je sais que, encore une fois, comme je te dis... il va y avoir une surprise et ça peut être n'importe quoi. Je peux aller au cinéma voir un film et me dire putain, mais si je prenais cette petite idée et c'est ça qui est génial, où tu vas à la boulangerie, t'achètes un sandwich super bon et tu ne sais pas pourquoi, mais ça donne aussi une autre idée. Par exemple, mais concrètement dans le tome 1, à un moment on fait un peu une sorte de quête annexe, on va dire, où il y a un campement de rongeurs à libérer fait d'un tyran qui est un chien, un roi chien. C'était pas prévu au départ, c'est quelque chose qui s'est rajouté ensuite ou... Alors ça c'était en partie prévu. En fait, je voulais juste dans mon idée, je voulais faire un clin d'œil à Jean de La Fontaine, c'est tout. Ok, avec la fable Le lion et le rat. Et je voulais juste faire ça, je voulais faire un clin d'œil. Et c'est comme je te disais, en fait, le clin d'œil... il a dérapé. Et du coup, c'est devenu des personnages... Au tout début, la souris, je l'avais jamais dessinée, quoi. Je pensais pas faire une souris avec eux, quoi. Ça me paraissait... Mais à force de faire les brouillons, des storyboards et tout ça... c'est devenu ce que c'est devenu, quoi. Et inconsciemment, c'est vrai que quand j'étais gamin, j'étais fasciné par Gulliver. Tu sais, le mythe de Gulliver, là, avec les Lilliputiens, là. Et c'est vrai qu'avec ces petits personnages là, où il y a un rapport d'échelle vraiment démesuré, ça m'a permis d'assouvir un petit peu ce fantasme de Gulliver, quoi. Et voilà. Et en même temps, ça permet un petit peu d'intellectualiser ma BD, tu vois. Tu vois, ça fait bien aussi là pour quand je vais être interviewé par Télérama. Tu pourras leur sortir du Gulliver et du Jean de La Fontaine. Parce que Brain Dead, je sais pas s'ils seront forcément dans cet esprit-là complètement. Ok, très bien. Qu'est-ce que je voulais te poser aussi encore comme question? Ouais, par rapport à cette liberté que t'as, du coup, à te laisser surprendre, est-ce que ça à un moment, ça te met pas en danger aussi, justement, par rapport à, parce que tu l'as fait assez rapidement cet album au final. Alors, et t'as un timing assez serré pour sortir le deuxième, histoire de garder un peu le train en marche. Donc on va dire la maturation, pas la maturité, mais la maturation de la série, ça fait plusieurs années et concrètement plusieurs mois, quoi. Parce que j'ai reçu mon contrat en 2020 et le bouquin est sorti début 2022. Mais c'est juste au niveau du dessin où je suis allé plus vite que d'habitude. Ouais. J'ai mis 6 mois et en fait je pense que si je suis allé vite c'est tout simplement parce que je dessine les idées que je dessine du scénario, c'est les miennes, quoi. Donc du coup j'ai plus ce temps de compréhension du scénario d'un tiers, parce que quand on bosse avec un scénariste, il faut d'abord comprendre ce qu'il a voulu dire, capter ce qu'il a en tête et le retransmettre, trouver la solution pour le mettre en image en respectant sa volonté. Et ça prend du temps, quoi. Ouais. Et quand par malheur il arrive que quand on le met en image ça marche pas,
eh ben, ça prend encore plus de temps parce qu'il faut trouver des solutions. Parce que y a des trucs qui peuvent très bien fonctionner en lettres, mais dès qu'on met des images dessus, on se rend compte que finalement, c'est pas ouf. La fenêtre, elle est trop près, il faut l'éloigner, ou il faut pas de fenêtre parce que finalement, enfin bref. Donc le fait de dessiner mes idées que j'avais déjà inconsciemment conceptualisées en images peut-être, ça m'a permis de gagner énormément de temps. Et c'est vrai qu'à ma grande surprise, j'ai fait, c'est mon record, 6 mois pour une BD de 46 pages. Mon précédent record, c'était 11 mois avec Zorn et Diurna, c'était le tome 5, je crois. Et vu qu'après, pour Badass et Amazing Grace, j'ai fait du 91 pages, là, je prenais bien entendu plus de temps. Mais c'est vrai que... Alors c'est quoi ta méthode de travail? Tu fais du tradi, tu fais en numérique, tu prends du café, d'autres choses pour justement tenir ce genre de rythme? Alors je commence par le papier, je fais le storyboard papier. Après le storyboard, mais c'est vraiment un super brouillon quoi, avec les cases et tout ça. Ça je le scanne et en digital je le mets au propre. Okay. Et surtout je place les bulles. Parce que placer les bulles c'est vraiment ce qu'il y a de primordial quand on fait de la bande dessinée. Et l'autre avantage de placer les bulles, ça me permet, quand je soumets mon brouillon à l'équipe éditoriale, Draco, qu'ils puissent lire et comprendre ce que je veux faire, quoi. Donc là, c'est l'étape actuellement que j'ai, où j'ai fait un storyboard un petit peu brouillon, mais qui a été validé pas plus tard qu'hier. Ce brouillon-là, je bosse au format A4, je l'imprime en A3. Donc le double du A4, hein, c'est 42 cm sur 29,7 cm. Et ce brouillon, je le décalque à la table lumineuse, donc papier, crayon, stylo. Voilà. Donc là, pour cette BD, j'ai un petit peu changé ma technique de dessin. Je décalque au crayon bleu et après, j'encre par-dessus avec un stylo à l'encre noire. Et le bleu, donc ça permet déjà le confort visuel parce que le contraste du bleu est différent de celui du noir. Donc c'est plus confortable. Après, ça permet de ne pas avoir nécessairement besoin de gommer. Parce qu'en scannant, il disparaît en partie. Alors il faut quand même faire des manipulations pour le faire disparaître complètement. Mais du coup, on gomme pas. Donc le noir de l'encre est préservé. Et voilà, moi, ça me permettait de bosser différemment par rapport aux autres. C'est peut-être plus rapide aussi par rapport aux coloristes alors si les bleus disparaissent directement. Alors ils disparaissent pas directement parce qu'il faut quand même nettoyer la page. Mais c'est plus agréable malgré tout que de gommer, quoi. Et donc voilà. Donc moi je fais partie encore des dessinateurs qui bossent en traditionnel. Après tout ce qui est bulles et lettrage, c'est en numérique par contre. Même si c'est des bulles que j'ai dessinées à la main, que j'ai scannées, que j'ai introduit après. Et la typo, c'est ma propre lettre ma propre écriture qui a été vectorisée. Okay. Et puis voilà, donc je scanne moi-même mes planches, je les nettoie, je les dépose sur le serveur pour que l'équipe technique de Dracou les vérifie, les nettoie. Et ensuite, joue la coloriste, les récupère et voilà. D'accord, okay, très bien. Et il y a une différence alors que tu as pu observer dans ton découpage ou dans la façon dont tu racontes l'histoire entre une planche, on va dire au format franco-belge et par rapport à celle des planches de comics? Alors le comics, il y a moins de cases, voilà. C'est vraiment, il y a moins de cases. Après, le rythme de parution est différent, donc c'est vraiment particulier. Donc là, je suis revenu à un truc un petit peu plus franco-belge. Alors là, c'est le tome 1, donc j'ai pas trop osé aller trop dans... Mais j'ai fait quand même pas mal de cases à bord perdu et tout ça, donc j'aimerais y aller un petit peu plus pour le tome 2. Ouais. J'espère que Christophe écoute pas ce podcast, Christophe Arleston. Ah bah peut-être, hein, tu sais. Tellement de gens qui nous écoutent en même temps. Donc... mais voilà, ouais, là, c'est vrai que la principale différence, c'est le nombre de cases. Dans le comics, on peut être 5, 6. Et en franco-belge, on est à une moyenne de 8-9, quoi. Ouais. Bah, oui, donc j'imagine qu'après, ça a forcément une incidence sur la façon dont tu vas mettre ton scénario en image, alors. Ah oui, tu peux pas t'étaler non plus autant. Tu fais pas non plus forcément de splash page, mais enfin, par rapport aux cases à 100, c'est quoi, bord étendu, t'as dit? Bord perdu. Bord perdu. Dans l'Enfeus, il y en avait plein, des bords perdus. Donc, ça ne dérangera pas, hein, Christophe, que t'en fasses plus, je pense.
D'accord. Et c'est plus agréable pour toi, enfin, tu préfères quand même, enfin, pour toi, c'est la même chose ou tu préfères la narration avec moins de cases et par planche Alors, moins de cases, c'est sympathique parce qu'on a l'impression de faire des pages plus vite, quoi. Ouais, okay, ouais. Ça, on va dire qu'il y a un côté satisfaisant qui est plus important, quoi. Quand je faisais Amazing Race, je pouvais faire 10, 11 pages par mois, alors que là, j'en fais 6 ou 7, quoi. Donc forcément, on fait moins de pages, mais et tu passes combien d'heures par jour? D'heures par jour, ça dépend les jours, hein, mais c'est en moyenne, on va dire que je dois faire peut-être. Alors après, c'est pareil, en dessin concret, je dois faire à peu près 7 heures, 7-8 heures. Mais après, il y a toutes les heures où tu réfléchis à ce que tu vas faire avant d'attaquer ta planche et tout ça, quoi. Donc c'est vraiment du temps plein, quoi. Ouais, non, parce que tu disais que tu faisais les 56 pages en 6 mois, donc il y a quand même un rythme, enfin. Ouais, après, c'est vrai que le sommeil, les week-ends, tout ça. Non, bof. alors c'est ça qui est super avec le bouquin, c'est que j'ai fait ça rapidement et sans trop souffrir. Okay. Donc du coup, c'est cool. Bon, après, sans trop souffrir, nous, auteurs de BD, on a l'habitude, mais j'ai pas pris de vacances. J'ai pris juste 5 jours là. 5 jours. Ouais. Ah, ça va, on se met bien. Parce que l'an dernier, j'avais pas pris de vacances du tout. Donc du coup, c'est la planque, hein, j'ai envie de dire, Bruno. Quand même. On est des nantis. Et c'est moi, en fait, c'est une semaine. Mais c'était pas en plus, c'était pas. Le scandale des auteurs qui prennent des vacances, quoi. Vraiment ça. Ouais. Je m'excuse. Ouais, je suis venu ici pour m'excuser. Tu fais bien. Tu fais bien. Alors qu'il y a des assistantes qui ont même pas pris de vacances. C'est ça. Alors tu devrais. J'ai honte. Tu devrais avoir honte, mais surtout c'est que il me semble que tu donnes des cours aussi de dessin à côté, donc c'est des activités que tu dois conjuguer. Voilà. Alors après, mon activité de prof à Marseille là, c'est pas tous les jours. Et après, je compte beaucoup sur les vacances scolaires pour pouvoir travailler à fond sur ma BD. Et après, les étudiants, certains partent en stage, donc on va dire qu'à partir d'avril, c'est un peu plus light alors. C'est complètement light et du coup c'est là où je bosse à fond, quoi, pendant l'été. D'accord. Quand tout le monde est en vacances, justement. Voilà, tu t'en profites à ce moment-là. Ouais. Sur l'histoire, toujours un petit peu, et sans trop rentrer dans les détails pour ceux qui n'ont pas forcément encore lu la BD, mais il y a quand même, parce que tu disais que le scénario d'Eric Hanna t'avait pas forcément plu parce qu'il était plus Game of Thrones. Il y a quand même des éléments aussi d'intrigue politique que tu mets en place dès ce premier tome. Oui, mais on va dire que c'est assez léger et basique, quoi. Il n'y a pas une grosse conspiration derrière avec des enjeux, des familles qui conspirent, qui convoitent. Là, c'est plus basique, quoi. D'accord. De mon point de vue, quoi. Moi, je voulais faire un truc simple de toute façon, mais après, si c'est un petit peu trop après, ça fait penser à Game of Thrones, j'ai pas envie de dire. Ouais, c'est pas la plus mauvaise des références quand on fait de l'héroïque fantasy. Ouais, dans l'idée, c'est plus des espèces d'intrigues, peut-être un peu politiques C'était important quand même de pouvoir développer aussi ton univers avec on va dire des sous-intrigues et de pas se concentrer que sur le voyage de oui, c'est aussi un petit peu la difficulté, quoi. Oui, il faut qu'il y ait des sous-intrigues. Après, comment tu penses qu'il faut gérer l'équilibre aussi entre ton histoire principale et pas te perdre dans ces sous-intrigues? Mais ça, c'est en discutant pareil avec les copains, avec Christophe Arleston, ça permet de... Donc c'est vraiment dans ta méthode de travail, parce que je note depuis avant que tu dis, j'entends beaucoup d'allers-retours avec Christophe, avec les équipes de Draco, alors pour l'élaboration du projet. Oui, c'est obligé, parce que en fait, quand c'est une série comme celle à laquelle on vit depuis longtemps avec, on se rend compte, notamment pour le tome 1, quand j'ai envoyé mon scénario, il y avait une information que j'avais pas donnée parce qu'elle me paraissait évidente pour moi, et c'est à la relecture quand Christophe me dit mais pourquoi ton personnage dit ça, et je dis parce que il a fait ça juste avant. Il me dit mais tu le dis jamais, et je dis mais si. Donc j'ai tout relu et c'est vrai que je l'avais jamais dit, et donc la relecture c'est bien pour ça, surtout aussi, quoi. Outre les problèmes techniques de rythme et tout ça, c'est que des fois on est tellement dans son truc qu'on oublie que les autres ne vont pas comprendre, quoi. Ouais. Et donc ça c'est super intéressant, quoi. Parce que si toi mets des morceaux de scénario parce que pour toi c'est implicite alors que ça l'est pas pour les autres, tu réfléchis tellement tout le temps, ça tourne en rond dans ta tête que
que pour toi ça devient évident. Et c'est vrai quand tu le soumets au regard extérieur, tu es surpris qu'ils comprennent pas, alors que. C'est ça, tu fais t'es con, je l'ai dit. En fait, non, tu l'as pas dit. Et je l'avais même pas dit en plus. Donc. D'accord. Qu'est-ce que tu peux nous dire juste en guise de teasing pour l'ouverture de ce podcast sur le tome 2? À quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Alors, tu m'as dit qu'il n'y aurait pas de soucoupe volante. J'étais un petit peu déçu. Mais à part ça, à quoi on peut s'attendre pour la suite de l'Ogre Lion? Alors, il y aura des boyaux. Ah, bah voilà. Il y aura des enfants morts en première page aussi. Voilà, super. Non, il n'y aura pas d'enfants. Non, il n'y aura pas très peu d'enfants morts. Il y aura des boyaux, ça oui. Parce que ça, tu veux continuer de t'amuser avec ça. Clairement, là, les animaux qui se font couper en morceaux, ça, c'est. Est-ce que tu as une carrière de boucher aussi qui t'attend quelque part après, en fait? Quand j'étais gamin, j'avais sympathisé avec un taxidermiste. Ah bah super. On y vient, enfin. Quand j'y pense, je me dis, mais c'était fou quand même. Ce bon vieux taxidermiste qui... Enfin bref. Donc le tome 2, et je sais pas pourquoi, mais je vais avoir du mal à en parler. Parce que t'as pas envie d'en dire trop non plus. Ah non, pas du tout. Je sais pas... il y aura des flashbacks, voilà. Ok, pour plus en découvrir forcément sur le passé, qui reste encore une grosse énigme de ton intrigue. Exactement, il y aura des flashbacks. Très bien. Eh bien, écoute, un album qui s'appellera L'Ogre Lion, les Lions Flashback, du coup, j'imagine, peut-être. Non, je ne sais pas. Je suis pas toujours un si bon marketeur que ça, mais en tout cas, Bruno, je te remercie d'être venu dans le podcast pour parler, voilà, de bande dessinée. Merci à toi, surtout. Et de ta création. Donc, on espère que ce Super Friends, comme tous les autres, vous a plu. Donc, on vous rappelle que L'Ogre Lion, il y a un premier album qui est disponible aux éditions Dracou. Vous avez un lien dans la description si vous voulez vous le procurer chez nos amis de Comics Zone. Et puis, si vous avez apprécié ce travail et ce podcast, on vous rappelle que votre plus grande marque de soutien et qui ne vous coûtera rien, c'est de partager ces podcasts sur vos réseaux sociaux et d'en parler à peu près à tout le monde afin de pouvoir faire vivre le podcast, mais aussi faire découvrir les auteurs et leurs œuvres. Sur ce, Bruno, je te remercie encore une fois d'être venu. Merci à toi. Et puis à très bientôt pour la suite des émissions. Salut tout le monde.